Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Pod Cyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va débriefer les 3 dernières étapes du Tour de France, c'est-à-dire l'étape de mardi, de mercredi et de jeudi, donc celle de Thonon-les-Bains, de Voiron et enfin d'Orsières-Merlette. Et ensuite, on fera la preview de l'étape du 24 juillet, donc l'étape de vendredi, la première étape qui arrive au sommet d'Alpe d'Huez en passant par les 21 versants. Donc tout d'abord, le chrono entre Évian et Thonon, chrono qui a été remporté de manière, vraiment magistrale par Remco Evenepoel. Donc Remco qui est en très grande forme, on l'avait déjà vu pardon, au plateau de Solezzon. Là, ça s'est confirmé sur ce chrono-là. On doutait pas qu'il était le grand favori, parce que c'est tout simplement le meilleur rouleur du monde. C'est pas pour rien qu'il est champion du monde de contre-la-montre 3 fois en titre. Il s'impose en plus sur un parcours qui lui convient vraiment bien. C'est-à-dire que c'était montant sur la première partie, donc on a un peu pu écarter du jeu tout de suite des Tarling et des Ganna, qui ont fini, si je dis pas de bêtises, au 10e et 11 place. Et donc Remco a explosé ce chrono. Le deuxième, c'est Pogacar à 28 secondes, donc sur un chrono de 26 km. Et ensuite, on a Mathias Kelmose qui fait une très belle troisième place à 1 minute 04. Paul Sexas est quatrième à 1,16, et puis Del Toro est à 1,21. Et l'autre grosse information de ce chrono, c'était bien évidemment la chute et l'abandon de Florian Lipovic. Donc ça fait vraiment mal. Après l'abandon de Vingegaard sur chute sur l'étape qui arrive au plateau de Solezzon, là maintenant l'abandon de Lipovic sur cette étape-ci, ça fait tout de suite deux gros favoris au top 5 qui sautent. Et c'est franchement dommage pour le suspense, mais ça rebat les cartes, ça donne aussi un peu plus de liberté à certains autres coureurs. Remco perd un équipier probablement modèle parce que sinon après ce chrono-là, il aurait eu plus de 2 minutes, voire 3 minutes d'avance sur lui au classement général. Et certains coureurs en profitent pour rentrer dans le top 10 de manière assez stable. Je pense notamment à Jordan Jegat. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cet abandon de Lipovic. Et la hiérarchie entre les leaders du classement général n'a pas trop changé. Donc Remco s'est un petit peu rapproché de Pogacar, mais franchement, ça a une incidence vraiment mineure sur le reste de la compétition. Il lui a repris 28 secondes. Sachant que Pogacar est meilleur en montagne, qu'il reste que des étapes de montagne, et que Pogacar avait au départ 5 minutes d'avance, c'est pas franchement grand-chose de très problématique pour Pogacar, surtout que Pogacar a contrôlé un peu dans la descente, hein, il a pas pris trop de risques. Évidemment, lui, il avait tout à perdre sur ce chrono-là. Et par contre, très belle performance de Skelmose, qui lui fait troisième à 1 minute 04, alors que Juan Ayuso fait 15e à 2,22. Ça veut dire donc que Skelmose a pris près d'une minute 20 à son coéquipier Ayuso sur cette étape-ci. On s'y attendait pas trop parce que Skelmose était quand même plutôt en retrait hein, sur ces 2 premières semaines. On le voyait clairement pas au niveau d'Ayuso, même si il y avait des signes qui commençaient à dire que il s'en rapprochait. Je pense à l'étape du Markstein et du plateau de Solaison, où on a vu Skelmose revenir sur Ayuso, en tout cas dans l'étape du plateau de Solaison. Et là, il fait une super perf, troisième de ce chrono, Sexas quatrième, et Del Toro 5, donc Del Toro perd que 5 secondes sur Paul Sexas. Voilà, c'est à peu près statu quo. On espérait que Sexas puisse reprendre le maillot blanc sur ce chrono-là, c'est pas forcément le cas. Moi j'espérais que Sexas soit sur le podium de ce chrono-ci, mais il y avait un homme qui était plus fort, c'était Skelmose, et aussi Isaac Del Toro était franchement à un très bon niveau, hein, il finit pas très loin. Euh, et donc Ayuso qui perd beaucoup de temps, il est 15e à 2,22. Il est même derrière Pidcock par exemple, qui est pas forcément un spécialiste du genre, qui lui finit à 2,07. Et après plus loin on a les Yanis Voisard qui est à 3 minutes, Lenny Martinez 2,49. Et si on va chercher le dernier des favoris, c'est Jordan Jegat qui est 36e à 3,52. Donc après cette étape-là, euh, puisqu'on a l'abandon de Lipovic, bah, tout le monde gagnera après Sexas. Ayuso se retrouve à la 5e place, qui maintenant est franchement à sa portée, mais se fait rattraper par Skelmose qui est plus si loin, donc on se demande qui sera vraiment le favori entre les deux. Martinez s'installe solidement à la 7e place, même s'il a que 8 secondes d'avance sur Pidcock après ce chrono-là. On se dit qu'en montagne, a priori, Martinez devrait être capable de gérer Pidcock. Et donc un top 8 assuré à peu près pour Lenny Martinez, et pourquoi pas un top 7. Et puis Jegat s'installe à la 9e place du classement. Et ça, c'était une bonne chose, surtout que sur l'étape du lendemain, il a aussi augmenté cet écart-là, et je vous propose qu'on en parle directement. Donc l'étape qui arrivait à Voiron, c'était une sacrée lutte hein, entre Chambéry et Voiron. Ça a roulé à plus de 47 km/h de moyenne, et c'est l'échappée qui allait au bout. Mais en fait, c'est une échappée qui s'est louée un sprint massif, puisque dans le dernier groupe, on avait Philipsen, Olaf Koy, Mats Pedersen, Hubert, Clément Russo, Lewis Aski, Michael Matthews.
Hugo Page, donc on avait quand même pas mal de sprinters qui se sont joués la victoire. On a eu un énorme numéro de Mats Pedersen qui finalement n'est pas récompensé. Un moment, il est sorti. Pour relancer la course, il aurait probablement pas dû, parce qu'il a pas pu chercher l'étape. Et en plus, il a perdu des points d'avance au maillot vert face à Philipsen. Bon, malgré ça, l'averon a été lavé le lendemain avec l'étape qui arrivait à Orsières-Merlette, on en parle juste après. Qu'est-ce qu'il faut noter sur cette étape? Bah, c'est que Mauro Schmid fait encore deuxième, très très solide, et il a aussi fait deuxième à Orsières-Merlette, donc c'est complètement impressionnant. Jordan Jegat fait 14e, et donc il est dans le groupe de l'échappée, c'est-à-dire qu'il reprend 8 minutes 46 à tous les favoris, et donc c'est une super opération pour consolider son top 10. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Et quoi dire d'autre? Bah, il n'y a pas eu de victoire française hein, sur cette étape de Voiron, alors que c'était une possibilité, mais la manière dont ça s'est déroulé, ce cadenassage par les équipes des sprinters à la fin, là, dans l'échappée, bon, bah, on se doutait qu'avec un Philipsen, un Koy dans le groupe, et dans une autre mesure, un Pedersen ou un Matthews, ça aurait été très compliqué pour les Français d'aller s'imposer, même si on avait des belles pointes de vitesse. Je pense à Clément Russo et Hugo Page. Bon, bah, ils ont fait 6e et 12e, et donc pas de victoire française sur cette étape-là. Autre élément important de cette étape-ci, c'est pour le classement général, c'est Tim Wellens et Adam Yates qui étaient pas bien, enfin surtout Adam Yates sur cette étape-ci, et donc ça montrait quand même qu'on avait deux coéquipiers de la UAE qui étaient pas en très bonne forme. Et le pire, c'est que le lendemain, sur l'étape d'Orsières-Merlette, c'est Brandon McNulty qui a abandonné. Adam Yates s'est à peu près refait la cerise. Il a fini à une meilleure place que la veille. Et par contre, Wellens finit dernier à 43 minutes, à 2 minutes d'être hors délai. Donc ça sent vraiment pas bon pour les coureurs de la UAE. McNulty est malade, abandonne. Tim Wellens, a priori pas bien, peut-être malade, pas loin de passer hors délai. On a vu aussi Yates qui était pas bien, qui était pris de maux de ventre là sur l'étape de la veille. Sur celle-ci, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais c'était pas non plus la folie. Bah, il reste plus que Vermeersch, Großschartner et Nils Politt. Et après, sinon, il reste aussi Isaac Del Toro, mais c'est pas vraiment un coéquipier, Isaac Del Toro, puisqu'il est co-leader avec Tadej Pogacar. Bref, étape compliquée pour la UAE, étape qui s'est jouée à l'échappée. On se doutait qu'il se passerait pas grand-chose. Parmi les favoris sur cette étape à Orsières-Merlette, on sait que la montée finale n'est pas suffisamment difficile. Par contre, on a eu une très grosse bataille pour aller dans l'échappée et pour aller chercher les points de la montagne. Et finalement, cette étape, c'est Richard Carapaz, le meilleur grimpeur, hein, hors classement général, qui allait chercher cette étape-là très logiquement. Devant Mauro Schmidt et Matteo Jorgensen, Valentin Paré-Pinte fait quatrième. On y a cru un moment pour la victoire d'étape française. Et Tobias Allan du NSN5. Euh, Carapace était tout simplement trop fort et il fait statu quo avec Valentin Paré-Peintre au niveau du classement du meilleur grimpeur. En allant chercher tous les deux, je crois, 23 points sur cette étape-là et en se rapprochant donc pas mal de Pogacar. Et sinon, donc au classement général, je le disais, on n'a pas eu d'autre écart sur cette étape-ci. Donc même si Carapaz en vrai a intégré le top 10, grâce à cette échappée en reprenant 4 minutes à Yanis Voisard, pardon, ça a une petite importance quand même. Mais c'était une étape vraiment très disputée dans l'échappée. Un peu dommage qu'il se soit rien passé dans le peloton, mais on s'y attendait. Et autre élément important, c'était que Mats Pedersen était dans l'échappée. Il a encore été phénoménal, hein, Mats Pedersen, et il va chercher les 25 points du sprint intermédiaire. Ce qui le met quand même en très très bonne posture, on va pas se mentir, pour le maillot vert, aller chercher le maillot vert à Paris. Quels sont donc maintenant le classement après cette étape d'Orsières-Merlette? Au classement général, Pogacar est toujours premier, avec 4 minutes 30 d'avance sur Remco Evenepoel. À 6 minutes 50, on a Isaac Del Toro, donc Isaac Del Toro a 2 minutes 20 de retard sur Remco Evenepoel. Ça commence à faire beaucoup. À 7 minutes 10, on a Paul Sexas, donc c'est-à-dire que Paul Sexas c'est 20 secondes derrière Isaac Del Toro et 2 minutes 40 derrière Remco Evenepoel. Donc il y a une grosse bataille à attendre avec Del Toro, par contre avec Evenepoel, il commence à y avoir franchement un écart et surtout que j'ai l'impression qu'en termes de forme, Remco là est sur une dynamique plus positive que Paul Sexas. Donc on a un peu du mal à voir comment Remco pourrait déchanter, même si on sait que la très haute montagne, c'est pas trop son dada. Enfin, c'est ce qu'on pensait sur le plateau de Solaison. Finalement, il finit cette étape en vainqueur. Donc on verra ce qu'il sera capable de faire dans les deux étapes de l'Alpe d'Huez, mais la dynamique est clairement très favorable pour Remco. Il a la... il a aussi le mental qui est partant pour lui. Enfin, il vient de gagner deux étapes, le chrono et puis le plateau de Solaison. Il est en pleine confiance, donc tout roule du côté de la Red Bull Bora.
Il y a plus Lipovic dans ses pattes pour l'embêter, mais il a quand même encore des bons équipiers. Je pense notamment à Jane Hindley, à Mattia Cataneo, ce genre de gars, Yann Tratnik. Donc voilà, cinquième place, Juan Ayuso à 9,20. Donc il est 2 minutes 10 derrière Paul Sexas. Vu sa dynamique, il n'y a aucun monde dans lequel Juan Ayuso va chercher Paul Sexas. Et il faut même qu'il regarde un peu dans le rétro, parce qu'à 10-14, donc on va dire 50 secondes, 55 secondes derrière lui, il y a Mathias Scalmose. A priori, Scalmose devait se mettre à la planche pour Juan Ayuso. Là, les dynamiques sont en train de s'inverser. Et je me demande même si Scalmose veut pas aller chercher la cinquième place à Juan Ayuso. On verra comment ça va se goupiller entre les deux Lidl Trek. J'aimerais pas trop être dans le bus de la Lidl et faire des choix à ce moment-là. On sait que c'est deux coureurs qui sont un peu individualistes en plus, Scalmose et Ayuso. Même si on a vu Scalmose donner quelques relais à Ayuso quand même sur ces dernières étapes. Donc voilà, Lenny Martinez est 7ème, 12,50, trop loin de Scalmose. Il est à 2 minutes 35 derrière Scalmose. Scalmose semble plus fort en montagne. J'ai un peu de mal à voir Lenny aller le chercher. Par contre, à 12,58, donc 8 secondes derrière Lenny Martinez, on a Tom Peacock. Ça promet une bataille parce que Lenny a l'air d'être un peu fatigué, même s'il reste à un bon niveau. Peacock n'est que 8 secondes derrière, mais je pense que Peacock est quand même largement inférieur en montagne. On verra comment ça va se goupiller sur ces deux étapes de l'Alpe d'Huez. Et puis Jordan Jegat, qui est à 14 minutes de Pogačar, donc à un peu plus d'une minute de Tom Peacock. Il pourra pas aller le chercher, hein, très clairement. Et pour clôturer le top 10, on a donc Richard Carapaz qui a repris 2 places aujourd'hui, qui est à 21 minutes de Pogačar, et qui a donc 3 minutes d'avance au classement général sur Yanis Voizard, et encore plus sur Ilan Van Wilder. Donc là, je pense que le top 10, il est à peu près validé pour Carapaz, hein, surtout vu la physionomie de course à laquelle on peut s'attendre sur les deux étapes de l'Alpe d'Huez. J'ai du mal à voir comment Yanis Voizard pourra aller chercher ce top 10, qui pourtant était pas très loin de lui tendre les bras. Donc voilà pour le classement général. Au maillot blanc, donc on le disait, ça va se jouer entre Del Toro et Sexas. Juan Ayuso est à 2 minutes 30 de Isaac Del Toro, on peut clairement l'enlever. Et Lenny Martinez, 6 minutes derrière Del Toro. Au classement du meilleur sprinter, maillot vert, grâce à cette étape qui est arrivée à Orsières-Merlet, il a repris un peu de champ Mats Pedersen, et maintenant il se retrouve avec 32 points d'avance sur Jasper Philipsen. Donc c'est beaucoup quand même. Et je me demande même si Mats Pedersen n'est pas capable d'aller chercher des points au sprint intermédiaire sur la première étape de l'Alpe d'Huez. Donc là, je crois, on se disait peut-être que le maillot vert va se jouer à Paris. Là, je pense que sur la première étape de l'Alpe d'Huez, il sera plié. On va voir comment ça va se décider, mais c'est franchement pas impossible. Donc même si Philipsen nous a fait vibrer en revenant un peu, je pense que c'est pour Mats Pedersen. Et en vrai, c'est tant mieux parce que Mats Pedersen, c'est un coureur qu'on adore, qui a tellement donné pendant ces 3 semaines, qui sera peut-être même super combatif. Mais normalement, il devrait aller choper ce maillot vert et garder sa victoire d'étape. Donc. Et au classement de la montagne, c'est super serré. Pogacar a 70 points, Valentin Paré-Peintre en a 69 et Richard Carapaz en a 63. On a un beau match à 3. Le plus fort, c'est Pogacar, mais il s'en fout du maillot de la montagne. Valentin Paré-Peintre, c'est le moins fort, mais c'est le plus punchy entre Carapaz et lui. Donc il est capable d'aller chercher les points au grimpeur intermédiaire. Par contre, à l'arrivée, il est tout le temps derrière Carapaz. Donc je pense que les deux ont les capacités d'aller déloger Pogacar, surtout que Pogacar, il a une équipe un peu diminuée. Ça sera pas le premier de ses combats d'aller chercher ce maillot à poids. Je pense qu'il voudra d'abord assurer une étape et puis essayer d'aider Isaac Del Toro à conserver son podium. Donc le maillot à poids, c'est vraiment une quête vraiment annexe pour Pogacar. Donc on va avoir un beau match par Peintre Carapace. Peut-être léger avantage Carapace malgré tout, mais ça va être sympa à suivre dans les prochaines étapes. Voilà. Et je vous propose qu'on parle directement donc de l'étape dont on fait la préface aujourd'hui, celle qui part de Gap, qui arrive à l'Alpe d'Huez, l'étape de ce vendredi, la première étape du diptyque de l'Alpe d'Huez. Et en termes de profil, c'est une étape très courte. Il faut déjà le préciser, 130 km, un peu moins. On commence directement avec le col Bayard. Donc on commence en prise. Il faudra avoir fait du home trainer pour s'échauffer. Et le col Bayard, c'est près de 5 km à 7% de moyenne. Et c'est irrégulier. On a 2 km à plus de 9% de moyenne. Donc ça va faire très très mal. Et là, des grimpeurs peuvent déjà s'extirper sur ce col Bayard. C'est un deuxième catégorie. Ensuite, il y a le col du Noyer qui s'enchaîne directement. 7 km à 8%.
Et pareil, la fin est dure. C'est un vrai col. Et son sommet arrive au bout de 25 kilomètres de course. Donc autant dire que on aura déjà fait pas mal de grimpettes à ce moment-là. Et ensuite, par contre, on redescend tranquillement dans le dévolu. On remonte toute la vallée, là, vers Grenoble, etc., pour se rapprocher de l'Alpe d'Huez. Et donc, je dirais qu'entre le sommet du col du Noyer et le sprint intermédiaire, et bah, il y a 65 kilomètres, à peu près plat. Et là, soit l'échappée va creuser, soit elle va se faire un peu titiller par le peloton. On verra quelle sera la physionomie de course. On a le col d'Ornon, qui est pas très difficile après le sprint intermédiaire. 5 kilomètres à 6,3%. C'est pas très dur. Il va rien se passer, très clairement. Et ensuite, quand on est au sommet de ce col d'Ornon, qui est quand même à 1300 mètres d'altitude, on redescend jusqu'au Bourdoisan. Donc là, il y a 15 kilomètres de descente plus plat. Et là, ça y est, à Bourdoisan, on monte l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, vous connaissez, c'est terrible. C'est 21 virages. C'est 13,8 kilomètres à 8% de moyenne, sachant que le plus dur, c'est le pied. Et que les 2 derniers kilomètres, on va dire, sont presque en faux plat. Donc ça montre la difficulté de ce col. Et très clairement, ça sera une très très grosse bagarre entre les favoris sur cette montée de l'Alpe d'Huez. Je pense qu'on peut pas trop s'attendre à autre chose qu'une course de côte, vu le profil de l'étape. Il y aura pas de grandes manœuvres qui vont être lancées avant. Maintenant, la grande question, c'est de se dire qui est favori pour aller chercher cette étape. Est-ce que c'est les favoris ou les échappés? On sait très bien que Pogačar veut gagner une des 2 étapes de l'Alpe d'Huez. A priori, celle-ci, c'est mythique parce qu'on passe par les 21 lacets. Donc, très clairement, il aura vraiment envie d'aller l'accrocher à son palmarès. Le problème, c'est que Pogačar, malgré tout, il a des poids morts, qui sont ses équipiers. Donc on l'a dit, McNulty est out, Tim Wellens c'est pas bien, euh, Adam Yates on sait pas trop. Et puis malgré tout, même si Florian Vermeersch et puis Nils Politt ça monte pas trop mal, ça reste des poids lourds. Et quand on voit le départ qu'il y a dans le col Bayard et le col du Noyer, ça va monter sans cesse sur des gros pourcentages. Ils vont pas être à la fête, Nils Politt et Florian Vermeersch dans cette ascension-là. Et donc, bah, Del Toro, il sera un peu seul avec Ross Chartner et Pogačar à ce moment-là. Et on verra comment ça va se passer pour eux. Mais je suis pas sûr qu'au sommet du col du Noyer, on ait plus de 3 UAE dans le groupe de tête, dans le peloton. Et je pense qu'on aura quand même le temps d'attendre Florian Vermeersch et Nils Politt, qui pourront revenir jusque après le col du Noyer et puis rouler dans toute la plaine. Et pourquoi pas rouler dans le col d'Ornon. Mais ensuite, il y aura plus de gros Chartner pour faire le rythme, aller chercher les échappées pour que Pogacar attaque dans l'Alpe d'Huez. Mais est-ce que Pogacar peut vraiment attaquer, sachant que ça risque de mettre en difficulté Del Toro? On verra, mais Pogacar est un petit peu quand même contraint, son équipe, j'ai envie de dire, sur cette étape-là. Je pense qu'il voudra aller la chercher, mais il aura quelques soucis à gérer. Son équipe qui est un peu HS. Et puis, bah, Isaac Del Toro, moi je pense que ça change pas grand-chose que Pogacar attaque ou pas, mais c'est juste que on a vu sur les 2 étapes où Isaac Del Toro est un peu en difficulté, c'est-à-dire l'étape du Luran et le début de l'étape du col du Hag. À chaque fois que Pogacar attaque, il met un peu dans le mal Del Toro. Et c'est pour ça qu'au plateau de Solaison, il n'a pas attaqué Pogacar. Mais là, cette étape, je pense qu'il la veut vraiment. Et franchement, à un moment, Del Toro, il peut aussi gérer tout seul. Et si Pogacar part, il va partir tout seul, personne n'essaiera de le suivre. Et ça changera pas grand-chose à la course au podium. Donc je pense que Pogacar va attaquer, va remporter cette étape-là, mais il manquera un peu de manœuvre quand même, hein, entre le col du Noyer et le bas de l'Alpe d'Huez, Bourdoisan. Après, je pense que il va trouver des alliés de circonstance. Et je serais pas étonné de voir des coureurs comme ceux de la Red Bull aller rouler sur cette partie-là. Je sais pas trop pour quelle raison, peut-être parce que Remco peut se dire aussi qu'il peut aller la chercher, cette victoire à l'Alpe d'Huez. Le final lui convient bien, les 2 derniers kilomètres. Donc s'il arrive à accrocher Pogacar jusqu'aux 2 derniers kilomètres, il peut le sauter sur la ligne. Donc on verra comment ça va se passer. Mais je dirais quand même plutôt scénario favorable à Pogacar et aux favoris, plutôt que aux échappés. Dans l'échappée qui on pourrait voir, bah déjà forcément les 2 contestants, les 2 compétiteurs qui vont essayer d'aller choper le maillot du meilleur grimpeur, Valentin Paré-Peintre et Richard Carapace. Il y a 5 points à chercher au col Bayard, 10 au col du Noyer, et bah ça suffit à prendre un peu les devants, à passer provisoirement devant Pogacar, parce que Pogacar va aller chercher 20 points à l'Alpe d'Huez. Est-ce que est-ce que Valentin Paré-Peintre et Richard Carapace s'imaginent aller chercher des points à l'Alpe d'Huez? Pourquoi pas gagner l'étape?
Je suis pas sûr. Mais en tout cas, sur ces 25 premiers kilomètres, on va avoir une grosse bataille. Et moi, j'ai envie de dire à Valentin Paré-Peintre, fais les 25 premiers kilomètres à fond, et ensuite tu fais Gruppetto. Et il y a beaucoup, beaucoup de points demain à aller chercher. Le lendemain, l'étape du samedi. Donc je pense que ça serait peut-être une bonne idée pour Valentin Paré-Peintre de prendre 15 points au début sur le col Bayard et le col du Noyer. Il en a largement les capacités. Et puis ensuite mettre la flèche et aller dans le Gruppetto. Peut-être que Richard Carapaz sera un peu plus aventureux et il se dira il peut aller chercher la victoire d'étape. Et peut-être qu'il pourra le faire, mais je pense qu'à un moment, Valentin Paré-Peintre, il va devoir choisir ses cartouches. Et ça serait pas totalement bête de se relever après ces 25 premiers kilomètres. Dans l'échappée, bah, on aura toujours les mêmes coureurs, hein, là, on est en fin de grand tour, c'est toujours les mêmes. Il y aura du Tobias Holland, du Hannessen, peut-être du Jorgensen, du Sepkus. Maintenant que la Visma n'a plus Vingegaard, on peut s'attendre d'avoir Sepkus dans les échappées. On pourrait même s'attendre d'avoir Piganzoli, mais j'ai l'impression que Piganzoli, il est un peu fatigué là de ces deux grands tours d'affilée alors qu'il a que 23 ans. Bon, peut-être qu'il n'est pas capable d'y être, mais Sepkus, c'est assez probable dans l'échappée. Et on verra s'il choisit celle-ci ou celle d'après. Mais c'est ce genre de coureur qu'on attend dans l'échappée, bien évidemment. Et pourquoi pas des mecs du fond de top 10. Yanis Voisard, il peut y être aussi. Jordan Jegat va essayer peut-être aussi d'y aller. Tom Pitcock, ça me semble un peu trop proche. Et donc je disais Carapace, bien évidemment, il va tenter d'y aller. Donc c'est un scénario un peu indécis, on va voir comment ça va se goupiller sur cette étape de l'Alpe d'Huez. Maintenant, qui on voit parmi les favoris aller chercher du temps sur les autres, et bah c'est assez lisible, hein, franchement. Il s'est rien passé aujourd'hui à Orsières-Merlette. La dernière ascension au sommet, c'était le plateau de Solaison. C'était avant la journée de repos, c'était en deuxième semaine. Là, on est en fin de troisième semaine. Et surtout, on n'a pas vu de hiérarchie vraiment claire entre toutes les étapes de montagne parmi tous les favoris, si on accepte Pogacar. La dernière vérité, celle du plateau de Solaison, c'était que Evenepoel était le plus fort, que Del Toro était un peu derrière Evenepoel, mais pas très loin, et que Sexas était plus loin, dans cet ordre-là, et Ayuso complètement à la dérive. Est-ce que ça sera encore le cas? Est-ce que ça va changer? Sexas, quand même, on l'aime beaucoup, mais là, c'est la première fois qu'il fait une troisième semaine. C'est un tour qui était très difficile. Est-ce qu'il sera capable de se départager avec Del Toro et d'aller le battre? Je sais pas trop. Quel sera le niveau de Remco? Est-ce que ce sera un Remco intouchable comme on l'a vu plusieurs fois la saison dernière? Ou est-ce que ça va être un Remco en perdition? C'est vraiment beaucoup de questions qu'on peut se poser. Et voilà, ça sera difficile d'y répondre. Donc c'est pour ça aussi que je vous fais que la preview de cette étape-ci. Parce que là, on a un peu un flou sur les formes des favoris au classement général. Et j'attends de voir celle-ci pour imaginer ce qui va se passer sur celle du lendemain qui partira samedi. Donc voilà, je vais pas trop me prononcer. Ce sera très intéressant à suivre, mais franchement, bien malin celui qui saura à dire le classement des favoris après cette étape-là. Tout ce qu'on peut se dire, c'est que Pogacar est favori pour aller chercher l'étape, et bien évidemment le classement général. Et aussi, on n'a pas parlé du maillot vert, mais je le disais, il y a col Bayard, col du Noyer, c'est très dur. Je pense que Pedersen peut basculer pas loin du peloton dans le col du Noyer. Et après, là, il y a ces 65 km de vallée pour aller chercher le sprint intermédiaire. Ça serait peut-être bien senti de la part des Lidl d'aller chercher ces points-là. Enfin, en tout cas, je pense que si l'échappée n'est pas trop volumineuse, bah Pedersen il pourra faire des points à ce moment-là. Et peut-être qu'on enterrera définitivement la lutte au maillot vert sur ce sprint intermédiaire-là. Je crois qu'il y a une stat qui est assez folle, c'est que Mats Pedersen, il y a genre 60% de ses points qui viennent des sprints intermédiaires. C'est l'homme des sprints intermédiaires tout simplement, et il a une forme de folie, donc on verra ce que ça va donner. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve donc demain soir pour débriefer cette étape-là et faire la préface de l'étape du lendemain. J'espère qu'on va s'amuser dans l'Alpe d'Huez, mais je pense vraiment que ça sera une course de côte pour les favoris. Donc il faudra savoir se montrer patient, notamment pendant toute la plaine qui est entre le col du Noyer et le col d'Ornon. Voilà, bonne soirée et salut!